Je sais pas. Je sais plus. Oui, non, j'avais pas compris non plus les 45 premières secondes de la bande-annonce. Non, je me suis demandé si c'était pas, tu montrais pas la bande-annonce en turc ou en, Oui, je voilà, sais pas non, si c'est ça a ça, oublié c'est, les sous-titres. Et alors, Même un film russe doublé en allemand, on comprendrait mieux, quoi. Ah oui, non, donc non. Franchement, ce genre de cinéma-là, c'est pas Mais- du tout mon truc. Je mais- dis pas que c'est pas bien, hein, mais comment ça se fait? Parce que bon, le cinéma, on va dire, ce cinéma-là, qui est le cinéma, on va dire, français, très subventionné, parce qu'en France, il faut le Oui. rappeler, il y a des subventions d'État pour Oui, le oui, cinéma. d'ailleurs, hein, elle donc, part souvent que pour ça, d'ailleurs. voilà, il part souvent dans ces films-là. Mhm. Vous avez un avis sur ça? C'est quoi? C'est une mafia? Oh non, je pense que c'est rien d'aussi pittoresque, non, c'est juste que... bah, Parce que c'est un peu les mêmes acteurs qui jouent on dans s- tous on- ces on films-là. sait- Il y a une suite. Hein. Moi, je dirais simplement... Boudère, Altman Khelif, Ouais. Ramsey, etc. Enfin, c'est un peu les mêmes acteurs qu'on retrouve dans tous les films, dans qu'on cite là, les films communautaires. Je dirais pas quelque chose d'aussi compliqué qu'une mafia, je dirais simplement que on sait plus faire que ça. On n'a plus de dialoguistes, on n'a plus de grands réalisateurs, on n'a presque plus de grands acteurs, je parle de jeunes quoi, par quelques exceptions, mais non finalement on a plus grand chose dans le cinéma français à offrir. Je parle de vraiment neuf quoi. Voilà. Quand Yann Kounen il fait Doberman qui est sur voilà les problèmes comme ça, ou quand Mathieu Kassovitz il fait sur la haine, enfin je l'ai pas vu mais il paraît que le peu que j'en ai vu j'ai trouvé que c'était pas mal fait. Bon voilà, comment on peut passer après ça de toute façon déjà comment on peut passer aussi après un film réalisé par Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel la haine je crois. Là, Ouais, voilà. ouais. Et je pense qu'il a fait le tour d'un sujet qui est quand même sensible. Je pense qu'il a bien fait son sujet. Voilà, c'est... Pour moi, c'est le genre de film, enfin, je comprends pas pourquoi il y en a plein sur le même sujet, en fait. À partir du moment où c'est pas un sujet qui divertit les gens, après, les comédies, ça divertit les gens, donc ça, je suis d'accord. Je veux dire, je trouve ça normal qu'il y ait plein de comédies. Si les gens veulent aller voir des comédies, tant mieux pour eux. Mais faire un film sur les problèmes sociaux, toujours les mêmes trucs, avec les mêmes personnages, les mêmes acteurs, de toute façon, comme tu disais, ça, finalement, je sais pas à quoi ça sert, quoi. Et les sous partent là-dedans, alors qu'il y a plein de gens qui ont des nouvelles idées, qui pourraient peut-être trouver un moyen de divertir les gens aussi avec du français, parce que en France aussi, on est capable de divertir les gens, on a les équipes techniques pour ça, on a les équipes d'effets spéciaux pour ça, parce qu'on sait faire des effets spéciaux en France, mais on n'a pas de boulot. Ouais. Donc les derniers effets spéciaux français qui ont été faits, à part La Belle et la Bête, c'était sur Upside Down, un super film américain où ils ont engagé hispano-américain, où ils ont engagé des Français pour faire les effets. C'était magnifique d'ailleurs. On me dit, la qualité baisse dans plein de domaines. Alors évidemment pour les gens dans le cinéma, on me dit, le cinéma. Alors bonsoir, le cinéma américain fait toujours passer un message subliminal dans les blockbusters. Pensez-vous que ce message sert l'oligarchie mondialiste? Le message subliminal, par exemple, quand c'est eux qui sauvent le monde. Par exemple. Quelque part, moi je prends un exemple pour illustrer ce qu'elle veut dire. Oui, Je prends oui. Independence Day. À la fin, c'est toujours un Américain qui sauve le monde. Hein. Oui, alors Il n'est pas zimbabwéen. Bon, c'est pas un film zimbabwéen, c'est vrai. Mais il y a rarement, en fait, autre que des Américains qui sauvent le monde. Je peux en remarquer. même temps, je pense que c'est un peu normal, parce que quand un film américain montre une catastrophe, c'est les Américains qui sauvent le monde. Quand un film asiatique montre une catastrophe, c'est les Chinois qui sauvent le monde. Ils le font selon leur pays. Honnêtement, je vois mal une production donner des sous à un film, une production américaine donner des sous à un film américain qui va montrer la Russie en train de sauver le monde. Ouais. Je vois pas leur intérêt. Par exemple, les films russes aussi, j'en ai vu un il y a pas longtemps, j'ai vu un film de super-héros russe. C'est pas un américain, un super-héros, c'est un russe. C'est normal, chacun fait selon son pays. Alors oui, il se trouve que quand les Américains font des films catastrophes à grande échelle, parce qu'il faut pas s'en cacher, il y a que eux qui ont les moyens techniques de faire des films catastrophes à grande échelle. Nous, le dernier film qu'on a fait en film catastrophe, c'était Alerte à Paris avec des rats. Bon, c'est un Parisien qui a sauvé Paris. Bon, voilà, c'est normal. Ils n'allaient pas faire appel à Bruce Willis pour sauver Paris. Mais c'est logique, quoi. Mais pour vous faites le lien entre cinéma et politique ou... Non, non, j'essaie de faire jamais le lien parce que déjà la politique... Non, quand je dis le lien, c'est-à-dire que le cinéma, en particulier le cinéma américain, on pourra reparler après du cinéma français, mais cinéma américain, d'ailleurs c'est pas une phrase de moi, je vais citer un grand chef du Pentagone qui a dit Hollywood et le Pentagone, nous avons le même ADN.
Donc Peut-être, pour dire après- que Hollywood sert les intérêts... Après, je connais pas tous les rouages de la machinerie hollywoodienne, et tant mieux d'ailleurs, parce que je serais certainement déçu par pas mal de choses. Mais non, quand je vois un film catastrophe, je vois pas l'intérêt de m'occuper du message politique qu'il y a derrière. Et puis bon, quand on a dit qu'une Indépendance Day, c'est pour moi qui l'ai dit, hein, passez-moi l'expression, lécher le cul de la Maison Blanche, bah moi personnellement je n'ai pas tant trouvé que ça, parce que finalement qu'est-ce qui est montré dans Independence Day comme destruction? Tout est aux États-Unis, il n'y a rien qui est détruit en Europe, pratiquement rien dans les autres pays. Qui c'est qui sauve le monde? Un bloc et un juif. Le président américain il monte dans un avion parce qu'il était auparavant pilote de chasse. Bah moi je me dis que c'est simplement tout ce que devrait faire n'importe quel président américain. Et le mec qui parvient à détruire le vaisseau, c'est un mec qui a été traumatisé par la guerre du Vietnam, qui est une erreur de l'Amérique. Donc honnêtement, le patriotisme américain dans Independence Day, je le vois pas du tout. Autant dans Armageddon, ah oui je le vois, mais alors il aurait pu mettre un écriteau, mais Independence Day, pas tant que ça. Moi, je le vois. Surtout vu comment la Maison Blanche elle pète. Ouais. Ah, moi je le vois dans Independence Day. Je vois même des drapeaux israéliens à la fin et dans l'armada qui va sauver le monde. Ah peut-être après, voilà. Après, dans tous les cas, c'est aussi le public qui parfois s'approprie des choses, qui va chercher par exemple, la chanson de Bruce Springsteen, Born in USA, qui a été considérée comme une hymne, une ode à l'Amérique, alors que lui, c'était exactement l'inverse, quoi. Il critiquait énormément de choses, et pourtant, ça a été approprié par les mélomanes, et ils ont été nous sortir que c'était une hymne, alors que pas du tout. Donc il faut aussi voir ce que les spectateurs vont chercher, s'ils ont bien compris le message. Après, oui, il y a des messages derrière. Maintenant, le cinéma, il y a deux couches, quoi. Il y a aussi le fait de rêver. On peut très bien regarder un film totalement, sur parler d'oligarchie, tout ça. On peut très bien avoir des propos politiques, mais qu'on ne les prend pas forcément. Quand on regarde un film où le méchant gagne, c'est pas pour ça qu'on voudrait que le monde soit détruit. Mais le temps d'un spectacle, le temps de 2 heures... C'est rare dans le film américain que le méchant gagne. Ça peut arriver. Quand on regarde bien Terminator 3, au final, l'apocalypse a lieu et 3 milliards d'êtres humains sont détruits, par exemple. Moi, je dis Terminator parce que c'est le film qui a déclenché ma passion pour le cinéma quand j'avais 7 ans. Bon, alors, peut-être qu'il y a plein de symboliques. Moi, je vois, par exemple, ce film-là, peut-être que donc, il y a plein de propos politiques derrière. Moi, j'avais 7 ans, j'étais à l'hôpital, j'étais entre la vie et la mort, et j'ai vu un personnage totalement insensible qui se battait contre tout. Je me suis dit, voilà, ça m'a donné, c'était un leitmotiv pour moi, ça m'a aidé à me battre. J'ai eu envie de garder que ce truc de force, cette puissance, ce truc que les Américains sont les seuls à savoir faire. Quand ils nous foutent Rambo seul contre 80 mecs, 3 hélicoptères. Il va les encercler. Mais voilà, mais ça fait du bien, ça fait... Après voilà, c'est au spectateur de voir ce qu'il veut prendre dans un film, quoi. Donc oui, il y a peut-être des messages parfois négatifs, mais on peut aussi regarder des choses comme un simple spectacle et profiter, quoi. Puis en retirer même des belles choses qui sont pas forcément dites dans le film. On peut en retirer quelque chose de très personnel, c'est comme une toile, un film, c'est une œuvre. Ce qu'on oublie aussi, c'est que le cinéma, c'est un art, c'est pas que du showbiz. Et quand on achète parfois une toile où c'est juste de la peinture bleue, il y a des gens qui voient des centaines d'émotions. Si ça se trouve, c'est pas du tout celle que le peintre avait voulu procurer. C'est un peu pareil pour un film, c'est une œuvre et on ressent des choses. Parfois, c'est peut-être pas celle que le réalisateur a voulu mettre, mais tant que c'est sincère, moi je trouve que c'est important. Et il est temps qu'il y ait un peu de rêve dans ce monde, parce que justement, dans le cinéma français, c'est un peu trop réaliste pour moi, c'est ce que je critique dans le cinéma français. Il faut des films réalistes. Mais eux, c'est que du réaliste. Et moi, j'aime bien que l'Amérique compense avec un peu de rêve. Alors, on me donne, au passage, il me redonne une réplique, une des phrases cultes du film. Oui, Independence voilà. Day, prions ensemble. Mais je ne suis pas juif. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est dit par un juif, c'est normal. Moi, par contre, je voyais plus haut quelqu'un qui avait mis comment expliquer que le seul film français sur l'esclavage soit une comédie. C'est une comédie alors qu'il y a des centaines de films sur la Shoah. C'est une bonne question. Il faudrait demander aux producteurs français pourquoi est-ce qu'ils sont capables justement que de faire de la comédie sur un sujet aussi grave que ça. Parce que sur l'esclavage, il y a eu des films américains aussi. Je pense à Amazing Grace par exemple avec Johan Gruffudd. C'est un film quand on le voit, il y a Amistad aussi, oui forcément, oui. Des films quand on le voit, il reste en travers de la gorge. Là, le film sur l'esclavage, je me rappelle même plus le nom, là. C'est Casse départ. Voilà. Je l'ai pas vu, je suis honnête, je l'ai pas vu, j'ai vu la bande-annonce. Ah non, ça m'a suffi la bande-annonce. Mais ah oui, non, quand j'ai vu comment ça partait, je me suis dit, bon... c'est un monceau de clichés, de lieux communs sur l'esclavage. Et puis, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, c'est pas quand là qu'on aura un vrai film, donc on passe à autre chose. Ouais. Et non, tandis que les films sur la Shoah, oui, c'est... Mais bon, on peut pas mettre côte à côte Casse départ
Ah non, même le titre. Et la liste de Schindler. Voilà. Oui, non, voilà. Ça peut pas mettre côte à côte Thomas, je sais plus comment, Guijol et Liam Neeson. Bah, ouais, Ça paraît difficile. Non, parce que... Ah, je suis sûr qu'on pourrait avoir des acteurs français ils ont des qui qualités. soient... Oui, sûrement. Mais je suis persuadé qu'on pourrait avoir des acteurs français qui soient à la hauteur de Liam Neeson dans la liste de Schindler. Faut juste les trouver. Ouais. Puis vouloir leur donner du boulot aussi. Alors on me dit, pour ce qui est du cinéma français qui est en pleine dégringolade ces dernières années, il y a toujours la même bande qui revient, Duboss, Danny Boone, Cadmerade. Ouais. Le cinéma français serait-il selon vous un organe de propagande d'État? Bah oui, c'est un peu la question que je posais en suspens tout à l'heure, le fait que ça revienne tout le temps. C'est vrai qu'on a tout le temps les mêmes noms, quoi. Oui. On voit, C'est du bourrage de crâne. les acteurs, c'est toujours les mêmes, avec les grosses comédies, voilà. C'est toujours les mêmes, dans toujours les mêmes rôles, avec les mêmes dialogues. Ouais, voilà. Compliqué. Et justement, on parlait de Cadmerade, que je n'aime pas du tout en comique. La dernière fois que je l'ai vu, bah, j'ai bien aimé. Je pensais jamais dire ça. Je lui ai même envoyé un SMS, je lui ai dit j'ai bien aimé Cadmerade dans un film. C'était dans L'Immortel avec Jean Reno. D'accord. L'histoire l'histoire inspirée de faits réels, du type qui a pris 22 balles, c'est ça? Et qui... C'est ça, 22 balles, quelque chose comme ça. Et qui s'en est sorti. Bon bah là, j'ai vu un film... moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors il fallait que ça soit réalisé par un acteur pour une fois, c'était Richard Berry. Mis en musique par un compositeur allemand. Bon, apparemment on n'a pas de compositeur français à la hauteur pour faire ça. Si tu veux, je peux envoyer les miens aussi. Pourtant, Mais voilà. pourtant, on en a eu des grands compositeurs. Même Ah, en on en France. a eu. Ah, on en a eu des bons. On a eu Ennio Morricone, ouais, non, mais là, forcément c'était même pas français. Bon, c'est pas français, oui. mais Maurice Jarre. Oui, bon, Georges Michel Delerue, Legrand, voilà, ouais. Enfin, on a eu Oui. on a quand même des grands Vladimir noms. Cosma aussi. Ouais, oui, C'était ouais. pas un français non plus, mais C'est que j'ai vu d'ailleurs une projection au Gaumont-Valenciennes. Ouais. Bah, même là en France, voilà, on n'a pas été foutu de faire correctement les choses. On l'a invité pour la projection du Grand Blond avec une chaussure noire, dont il a fait la musique. Ah, le film de Pierre Richard. Voilà. Et, J'ai un Pierre Richard, moi aussi, dans l'équipe. et ils se sont foirés sur le son pendant la première demi-heure du film. Alors que Vladimir Cosma était dans la salle. C'est triste quand même. Ah ouais. Ça m'a fait du mal pour lui. J'ai failli aller le voir en lui disant bah écoutez je m'excuse pour le cinéma. Hein, Et on me dit un petit commentaire sur le film de propagande La vie d'Adèle. Ah bah je l'ai pas vu, La vie d'Adèle. Je l'ai pas vu non plus. Et j'ai pas spécialement plus que ça envie de le voir. Parce que le sujet m'intéresse pas, les actrices m'intéressent pas, le réalisateur m'intéresse pas. Et en plus quand j'ai vu comment le tournage s'est passé avec les problèmes qu'il y a eu sur le tournage, comment le réalisateur était un tyran. Bon, après il peut y avoir des réalisateurs tyrans, ça fait des bons films hein, parfois. Et Sam Raimi donne bien des coups de bâton à Bruce Campbell. Mais au moins quand il donne des coups de bâton à Bruce Campbell, il sort Evil Dead. Et vous, Dans La vie d'Adèle, non, toi. Ouais, je l'ai pas vu non Tu plus. l'as pas vu non plus, La vie non, d'Adèle? je l'ai pas Ouais. vu. C'est basé sur la bande dessinée, c'est ça? Oui, c'est une bande Ouais. dessinée. Oui, bah, la bande dessinée, par contre, je l'avais lu. Ouais, donc, bon, ça m'intéresse de voir le film. Je vais pas porter de jugement, j'ai rien vu. Pas de bande-annonce, rien du tout, j'ai rien lu. Donc, Et vous suivez Cannes, l'actualité de ces... Bah, pour une fois, autant la Palme d'Or de Cannes ne m'intéresse jamais, autant cette année, si, le film Winter Sleep qui se passe dans les montagnes, je sais plus où par contre, et j'ai pas beaucoup d'infos sur le film, j'ai juste vu la bande-annonce, et étonnamment, ça m'a tenté. Alors, pourquoi, je sais pas, mais voilà, donc bon, bien sûr, c'est pas comme s'il allait passer au cinéma chez moi, hein. Forcément, il y a eu quoi, les 15 salles en France, j'ai gentil, mais je le trouverai bien en DVD quand il sortira, voilà, ou quand il passera à la télé. Parce que passe Cannes, un jour. justement, c'est assez flagrant, pour le coup, à chaque fois qu'il y a on va dire une palme d'or, elle est systématiquement corrélée avec un sujet d'actualité. Bah, faut admettre qu'à chaque fois qu'il y a une Palme d'Or, c'est un film bizarre aussi. Bah, c'est-à-dire Donc que forcément, le film qui gagne, bizarrement, c'est pour ça qu'à chaque fois on peut être quand même suspicieux sur le vote des jurés, mais ça correspond bizarrement à l'actualité. C'est-à-dire que cette année, bon, de toute façon, c'était ça... Le mariage pour tous, il y a faut eu quand un même, film qui faisait la promotion l'année quand même, d'avant, ouais, c'était je sais plus quoi, et c'est pareil. Non mais chaque année on peut Faut faire... quand même avouer que le festival de Cannes, à mon avis, il se rapproche plus de la politique que de l'art. Hein. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas presque le cas, presque tout le grand, justement le cinéma je veux dire, Peut-être. c'est-à-dire que même du côté d'Hollywood, hein, Oh, bah, sûrement. je veux dire, Mais, c'est pas tellement différent. C'est sûr, quand ils sortent tous les films de super-héros, quand ils en sortent quoi, c'est 2 par an, à peu Ouais. près.
C'est sûr que ça sert peut-être le gouvernement à faire un peu oublier aux gens qu'il y a la guerre et peut-être aussi à leur montrer que les soldats américains sont forts, voilà, alors qu'ils sont dégommés en Irak, les pauvres. Et parfois il y a quelques films qui percent et qui montrent que les atrocités que les soldats ont subies en Irak. Dans La Vallée d'Ella, par exemple, avec Tommy Lee Jones et Charlize Theron, qui est un film que poursuit totalement inaperçu et qui montre, par une enquête policière sur le meurtre d'un des soldats, mais qui montre les atrocités qu'ont subies et malheureusement qu'ont pu commettre les soldats en Irak. Ouais. Ou en Afghanistan, je sais plus. Enfin bref, c'est un truc de là-bas, quoi. Ouais, parce qu'il y a... Alors, ça aussi, ce truc que j'ai appris, que l'armée américaine subventionnait même beaucoup de films. C'est-à-dire quand on voit des hélicoptères, des bateaux, etc. Justement... En fait, l'armée prête tout ça à disposition des réalisateurs. J'ai repensé à ça dernièrement, c'était avant-hier, quand j'ai revu le film The Rock, qui est mon film préféré, avec Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris, qui se passe sur l'île d'Alcatraz, la prise d'otage sur Alcatraz. Et quand j'ai vu le décollage des hélicoptères avec Michael Biehn à l'intérieur et tout ça, oui, c'est sûr, on voit, oui, Michael Bay a des copains dans l'armée, ça c'est sûr. Il les met bien en valeur, il lui rentre bien en lui prêtant tout un tas de matériel et en étant consultant sur ses films. Par contre, quand Roland Emmerich a voulu avoir l'aide de l'armée américaine sur Independence Day, on lui a dit gentiment d'aller se faire voir parce qu'il avait osé dire que la zone 51 cachait des secrets d'aliens et tout ça. C'est pour ça que le pauvre, il a dû faire développer, enfin le pauvre, sans parler, il a dû faire développer un logiciel de simulation d'avion et foutre en l'air le 8e du budget à cause de ça. Donc oui, l'armée américaine, elle donne souvent des moyens, mais pas toujours par contre. Si jamais on a le malheur de la critiquer dans un film, il donne rien. Oui, il donne rien. Il paraît qu'ils observent le scénario et que si le scénario leur plaît, ils leur prêtent. Et si ça leur plaît pas, à ce moment-là, il faut le louer, mais ça coûte très cher. Michael Bay, comme il les met toujours en valeur, forcément, il les prête toujours, quoi. Quand il filme un char qui descend d'une barge de débarquement dans Transformers 2, ça sert strictement à rien. Par contre, à l'écran, c'est pas mal. Ouais, parce qu'on va parler de films, par exemple, comme Top Gun, voilà, qui ont été entièrement... on va dire scénarisé, vous limite avec les mecs de l'aviation américaine Top Gun, qui ont prêté les avions, les pilotes, les machins, les trucs, et qu'on dit, mais alors attention, nous on veut ça, on veut Top ça. Gun, c'est un film qui est payé par l'amirauté. Ça, voilà. Ça se voit. C'est le cliché type, quoi. Et puis le problème avec Top Gun, c'est que tout a été fait pour donner envie aux jeunes, justement, de devenir pilote. Et ça a augmenté comme ça le pourcentage de personnes qui sont engagées là-dedans, sans savoir vraiment pourquoi. Tout ce qu'ils voulaient, c'était, en gros... être Tom Cruise à bord de son avion, quoi. Et c'est une des conséquences du cinéma, mais c'est aussi c'est à la personne, c'est au citoyen de réfléchir aussi un peu par lui-même, quoi. Ce qu'on lui met sous le nez, que pendant 2 heures il se mette à rêver ou même en parler avec les gens après, pendant une conférence après le film, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais après, de là à faire ses choix dans sa propre vie par rapport à lui-même et aux gens qui l'entourent à cause d'un film, on se doute bien que ce soit les livres, que ce soit les films, que ce soit ce qu'on nous dit dans les médias, que ce soit les politiciens, on nous dit ce qu'on a envie de nous dire. Donc on est toujours, entre parenthèses, on va dire, manipulé. Donc c'est à nous de faire nos propres choix. Peut-être parfois pour le bien, peut-être parfois pour le mal. Mais le truc, c'est de réfléchir par soi-même un petit peu, quoi. Et ça, c'est ce que les gens ont du mal à faire. On choisit ce qu'on voit de toute façon. C'est quand même rare qu'on va voir un film sans savoir absolument pas de quoi ça parle, ne serait-ce qu'en voyant l'affiche, ou ne serait-ce qu'en voyant des images, que ce soit la bande-annonce sur un site, sur YouTube, ou même aux infos. Alors, quand on va voir un film, on sait de quoi ça va parler, et si même jamais on sait pas de quoi ça parle, je vois pas en quoi un film peut provoquer chez quelqu'un Je vois pas en quoi Top Gun, par exemple, peut provoquer une envie subite de devenir pilote. Pour faire quoi, pour tirer des missiles sur l'ennemi ou pour emballer Kelly McGillis? Enfin, je sais pas. Le jeune qui regarde ça lui fait rêver, lui donne envie de... Oui, ça lui fait rêver, mais de là à passer combien d'années à faire des études de pilotage pour se croire dans Top Gun après... Moi, par exemple, je sais pas, par exemple, le film À la poursuite d'Octobre Rouge. Bon... j'ai adoré, mais c'est pas pour ça que je vais vouloir être matelot d'un sous-marin. Oui, Octobre Rouge avec Sean Connery. Oui, voilà. C'est pas pour ça que je vais vouloir rentrer dans un sous-marin, en plus je suis claustrophobe. Donc... mais voilà, c'est comme celui qui accuse, qui se justifie d'avoir tué quelqu'un, tout ça parce qu'il a regardé Scream ou Halloween avant. Non, c'est juste qu'il était déjà détraqué et que le film peut-être, et encore c'est même pas sûr, peut-être était juste un vague déclencheur. Ça c'est un vaste débat.
Oui, c'est un vaste débat, parce qu'en plus, ça, c'est un truc que j'ai créé un débat là-dessus au lycée, parce que là, je défends toujours comme quoi le cinéma n'est pas responsable. Ça ne fait que peut-être allumer une mèche qui est déjà en nous, mais voilà, ce qui allumait la mèche, que ce soit un film, ça aurait pu être 3 semaines plus tard un acte, quelque chose qui a agacé la personne. Ça peut être une colère de sa copine qui fait qu'il pète un plomb. Voilà, par exemple, à Liverpool, je crois que c'était dans les années 90, il y a eu deux gamins qui ont pris un bébé, ils l'ont enlevé, ils l'ont tabassé avec une barre de fer et ils l'ont tué. Oui, Le prétexte était, c'est à cause de Chucky 3, on a regardé Chucky 3. Bon, moi j'ai vu le premier Chucky, j'avais 6 ans, j'ai enchaîné les deux juste après, donc j'étais même plus jeune que quand je l'ai vu, ça m'a pas donné envie de tuer un bébé, et surtout je voudrais savoir le raccord entre Chucky 3 et tuer un bébé avec une barre de fer, étant donné que Chucky n'a jamais tué de bébé, ni même d'enfant. Il en a poursuivi un, mais dans le 3, il n'y a pas de. Voilà, il poursuit pas d'enfant, il ne tue pas de bébé, il se sert pas de barre de fer. Enfin, toutes les conditions, quand on analyse bien la situation, c'est ce que j'avais fait à l'époque, j'avais fait une thèse, tout ça là-dessus. Il n'y avait aucun rapport entre le film et la situation. Donc c'est comme ça. Est-ce que c'est pas aussi, est-ce que c'est pas, on peut parler d'une influence. Moi, je pense par exemple à un film alors, que vous avez certainement vu aussi, c'est Scarface. Voilà, Scarface, un film. Celui-là, je dois toujours le rattraper. Je l'ai acheté en DVD il n'y a pas longtemps, mais voilà, j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Donc on peut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, tu n'ignores pas que c'est un film qui a marqué des générations, que tout le monde se prend pour Tony Montana maintenant, etc. Un film qui a énormément, on va dire, influencé et positivé l'image des gangsters. Peut-être à insu de Palma, hein. Je dis pas qu'il a voulu faire ça. En tout cas, le résultat est là. Comme j'ai pas vu Scarface, je vais prendre un autre exemple, mais bon, c'est pas très éloigné, c'est Hit. Avec Pacino aussi. De Niro. Alors, pas diaboliser les gangsters, je suis d'accord, parce qu'il y a certains gangsters qui sont montrés dans Hit qui sont... Bon voilà, quand Tom Sizemore il capture une petite fille et qui s'enfuit avec elle et que si je me rappelle bien, ça fait un moment que je l'ai vu, mais qui si je me rappelle bien se détourne quand on le braque et pour prendre les balles à la place de la petite fille, bon, je me dis que c'est pas juste pour positiver l'image des gangsters, moi je vois pas ça, je vois juste un gangster qui, à son dernier moment, a eu un soupçon d'humanité qui est revenu. C'est pas ça qui en fera un brave type, c'est juste un sale type qui a eu, à la fin, une dernière volonté de faire quelque chose de bien. C'est tout. Ouais. Qui a peut-être voulu se racheter de tout ce qu'il avait fait. Positiver les gangsters, non, aucun film. Oui, parce qu'il refuse de tuer de faire tuer à la fin. Ah, c'est une otage, voilà. Pour revenir sur Scarface, justement, j'aime beaucoup Scarface et surtout justement l'interprétation de Pacino. Oui, il est vachement, enfin, ça donne envie d'être à sa place à ce moment-là parce que oui, quand il se fait cribler de balles alors qu'il est sous coke et qu'il sent rien, c'est un warrior. La scène est géniale, mais je pense toujours que c'est une question de spectateur et de personnalité. Moi, quand je l'ai vu, ça me donne envie d'incarner ce genre de personnage au cinéma parce que c'est une belle scène, c'est intense, mais pas dans la vie. Là, en ce moment, je me refais un marathon Smallville. Lex Luthor, donc, il est vraiment dépeint au niveau psychologie. Il a une grande classe, mais il est de plus en plus sombre. C'est le mal absolu. Et d'un côté, on a Clark Kent, Superman, qui est extrêmement lisse comme personnage, qui est même très cucu, surtout dans la série. Mais malgré que je préférais incarner Lex Luthor au cinéma, si je devais faire un choix, même quitte à avoir l'air cucu dans la vie, je préférais être Clark Kent et essayer de sauver le monde plutôt que de... Voilà. Mais par contre, oui, au cinéma, le temps de s'évader, d'incarner un rôle, si ce soit 3 mois de tournage, oui, jouer un méchant avec une grande classe, ça peut être très sympa. Puis c'est aussi un témoignage psychologique de montrer comment un méchant devient méchant. Ça peut aussi être... Moi, je vois ça aussi pour trouver des solutions. Dark Vador, Anakin. Mais c'est très intéressant de voir pourquoi un méchant devient méchant et c'est justement de trouver des solutions. En tout cas, moi, c'est ce que me fait le cinéma. Quand je vois un méchant, il me fascine parce que j'essaie toujours de comprendre ce qui l'a mené à ça. J'adore aussi étudier la criminologie, pourquoi les assassins, les Ed Gein et compagnie sont mis à tuer. Mais moi, je cherche des raisons après que je dénonce aussi dans les scripts que j'écris. Et voilà. Et même si oui, certains héros sont un peu lisses, dans la vraie vie, je préférais être un héros qui sauve le monde, quitte à être lisse ou comme Batman, être dans l'ombre, faire des sacrifices. Mais voilà, c'est une question de personnalité, je pense. D'accord. Bon ben on va voir si Mani est prêt à la régie là, ok, pour envoyer parce que c'est la pause. D'accord. Voilà, et on va revenir juste après, oui on me dit Pulp Fiction, etc. Walking Dead, on en parlera après. On fait la pause. Mani, tu es prêt? Ok, vas-y, envoie. Sur la libre antenne, toujours avec Guillaume et Sydney. Ouais, alors Sydney, je laisse Steve, bon.
Je vais peut-être expliquer, oui, parce que c'est vrai que du coup... Alors Steve, ça c'est juste une erreur. Quand je suis arrivé, on m'a appelé Steve, je sais pas pourquoi. C'est un certain c'est vrai qu'on m'a présenté comme Sidney et Guillaume m'appelait Ashley, donc, mais c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, donc, je m'appelle Sidney et ma carrière générale, je la gère sous mon prénom Sidney avec une apostrophe, pas de nom de famille. Et j'ai un pseudo qui est Ashley Levin Dead, et sous ce pseudo j'ai une carrière exclusivement fantastique, horreur et série B. C'est un genre que j'ai vraiment mis à part parce que j'ai une grosse passion pour ce genre. Et parce que voilà, ma carrière générale, je choisis vraiment mes projets. Je fais pas un rôle parce qu'on me le propose ou parce qu'il est payé. On peut pas me proposer un rôle payé, s'il m'intéresse pas, je le ferai pas. Et le rôle bénévole, si pour moi il y a quelque chose qui m'intéresse artistiquement au niveau du message, je vais le faire. Par contre, j'aimerais pas ne faire que 2 ou 3 films par an, parce que je suis vraiment un boulimique de travail et de cinéma. Donc avec la série B, ça me permet de tourner toute l'année, même des fois de faire des petits films comme ça sur 3-4 jours de temps, un film de zombies, ce genre de choses. Et avoir une carrière exclusivement fantastique horreur me permet de choisir mes films, mais aussi si je fais des navets, c'est pas grave, parce que moi, toutes les stars du fantastique horreur qu'on peut idolâtrer, comme Robert Englund qui fait Freddy, Brad Dourif qui fait Chucky, etc., sont des mecs qui ont des longues carrières où ils ont 80, 100 films, avec peut-être 20 chefs-d'œuvre, et puis beaucoup de films voilà, assez banals, ou parfois même des gros navets. Mais il y a toujours un public pour ça, et surtout c'est l'atmosphère des tournages fantastique horreur qui est extrêmement conviviale, plus que celle des tournages classiques. Et voilà, donc j'ai vraiment une petite envie aussi comme ça, schizophrène, de faire 2 personnages, et aussi parce que ça me permet de justement préciser ça en interview, que voilà, le cinéma fantastique horreur est toujours mis un peu à part, et que c'est pourtant un genre très convivial dans lequel je m'épanouirai toujours, quoi. Peu importe si c'est un tout petit tournage ou un tournage professionnel, ce qui n'est pas forcément le cas. J'aurais pas forcément envie de faire un petit film d'action fauché où le résultat sera pas terrible, je pourrais pas le défendre. Ça. Par contre, une petite série B de zombies, oui. Et toi, t'as des limites dans tes rôles si on te propose un rôle? Pour l'instant, on les a pas encore trouvés, mes limites. Parce que, alors, je pense que je peux à peu près tout faire, à condition vraiment que pour moi ça en vaille la peine. Car par exemple, tout à l'heure je parlais que j'étais contre les religions. Ça n'empêche pas que j'aimerais beaucoup relever le défi de faire un personnage extrêmement croyant, voire un curé, ou ce genre de choses. Mais il faut que le scénar soit bien. Faut vraiment, on m'aurait proposé de faire Jésus-Christ dans la Passion du Christ. Je l'aurais accepté parce que voilà, j'avais beaucoup aimé l'esthétique du film, etc. Je pourrais jouer un homosexuel si le rôle en valait la peine. DiCaprio l'a bien fait. Voilà, c'est non, j'ai fait quelques trucs extrêmes. J'ai fait un violeur, j'ai fait voilà, des rôles de méchants, j'ai fait un pédophile. Bon, il n'y a pas de scène avec les enfants. Il n'y a pas de scène avec les enfants, c'est promis. Non, voilà, les enfants vont bien. Enfin, ceux qui ont survécu vont bien. Non, voilà, mais j'ai fait un personnage. Voilà, au fur et à mesure, normalement, on est censé l'apprécier. Après, on commence à se demander s'il est coupable ou pas, et on apprend de quoi il est coupable, et effectivement, ça s'avère être un pédophile. Bon, après, c'est un film fantastique qui dénonce quelque chose de société, qui dénonce, entre autres, par exemple, le fait que certains pédophiles s'en sortent, assument leurs actes, et que la justice ne condamne pas, faute de preuves ou autre. Donc voilà, tout ça sous métaphore fantastique. Et c'est pour ça que je l'ai accepté, parce que là, c'était mon premier rôle en plus, et le réalisateur m'a dit, si je te propose un pédophile, est-ce que tu le ferais ? Je fais, tu vas déjà me montrer ton scénar, on va voir si ça... Je fais, pourquoi pas, mais voilà, déjà je lui ai dit, par contre je veux aucune scène avec les enfants, donc même les dialogues, bon là ça m'aurait pas dérangé de faire les dialogues avec eux, mais même les dialogues on ne tourne pas ensemble. J'avais dit par contre je veux aucune scène de ce genre, voilà, je veux pas de scène avec eux, mais bon c'était pas prévu de toute façon. Et après, j'ai vu que le propos allait dans le sens voilà, de ce que je pense, quoi, que voilà, beaucoup de pédophiles, entre parenthèses, on va dire à la base, sont des victimes jusqu'à commettre leur acte. Voilà, pour moi, quelqu'un qui a des envies pédophiles, forcément, il faut l'aider, il faut voir, il faut faire quelque chose dans la société pour que ce mec-là déjà se sente mieux, puis surtout qu'on ne mette pas en danger les enfants. À partir du moment où, par contre, l'acte est commis, ouais, il y a plus. Voilà, moi c'est le mec qui est à condamner. Mais je pense qu'avant ça, il faut pas le pointer du doigt tant qu'il n'a rien fait et essayer de trouver des solutions, quoi. Parce que je pense que c'est aussi une victime. Et c'est un peu ce que le film essaie d'expliquer. Donc ça peut être très casse-gueule. C'est un gros défi que j'ai relevé. Parce que donc nous on a eu des gens à l'avant-première qui n'ont pas forcément compris le message du film, qui ont eu peur d'ailleurs du message du film. Et pourtant le final est très clair. Mais voilà, c'était de montrer que cette personne, à la base, était victime de ses pulsions, qu'il ne les choisit pas, et qu'après, par contre, il est condamnable à partir du moment où
il commet un acte irréparable envers quelqu'un. Donc ouais, on peut avoir une pulsion meurtrière, on a tous, je pense, eu au moins une fois envie de tuer quelqu'un, que ce soit pendant une seconde ou pendant une heure. Voilà, C'est vrai. voilà, une copine qu'on a envie d'étrangler ou voilà, un prof qui abuse de son autorité. Mais voilà, il y a une différence entre avoir une pulsion et la commettre. Voilà, donc, et c'est ce que le film a essayé de dénoncer. Donc d'ailleurs, il y a des parties au Festival de Cannes, au Fait Short Film Corner. Et voilà, donc moi j'aime bien aussi les rôles comme ça qui peuvent provoquer énormément de débats, qui hélas parfois sont mal interprétés, même quand l'équipe du film explique le propos. Et bon voilà, les gens après, ça, comme on disait un peu tout à l'heure, parfois s'approprient un message qui n'est pas celui du film. Et bon, ça on peut pas aller contre. Hein. Et toi, quand tu rentres dans un rôle, c'est quoi? Tu t'inspires je sais pas, tu vas lire des livres, tu vas t'entraîner, comment ça se passe? Bah, disons que depuis que je suis môme, pour tout ce qui est rôle un petit peu, on va dire borderline, un peu extrême, j'ai hélas baigné dans un village, dans une atmosphère avec des gens, voilà, j'ai avec des toxicos, des C'était sympa bah, ton village. bah, dans ma rue, il y a eu un fleuriste qui s'est barré parce qu'il était violeur. En face de chez moi, un jour, il y a un mec qui était emmené sur une civière. Il était collé avec son chien, c'était un zoophile. La rue juste à côté, quand j'allais à l'école, il y avait une fille de 14 ans avortée 2 fois. Donc voilà, c'est un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Donc tu t'es bien regardé Freddy. Voilà. Oui, donc du coup, Freddy, moi, me semblait assez normal. En fait. Normal, voilà. Donc, mais donc voilà, j'ai un peu baigné dans ce genre d'atmosphère. J'ai beaucoup lu, beaucoup renseigné. J'avais toujours besoin de comprendre pourquoi parfois ces gens partaient dans les extrêmes. J'avais besoin de comprendre aussi leur souffrance, tout ça. Je me suis beaucoup intéressé aux psychologies des gens depuis tout petit. Et donc c'est un peu instinctif, quoi. Je suis un peu une éponge. Tout ce que les gens me racontent, quoi, je l'absorbe tout ça. Je suis pas forcément d'accord avec, mais j'essaie de le ressortir quand je sais pas quel exemple je pourrais prendre, mais un personnage qui souffre par exemple de ses pulsions, bah, je vais parfois avoir un ami qui sous alcool va me faire une confession. Je vais voir qu'il souffre de quelque chose qu'il n'ose pas dire. Et quand je vais jouer le personnage, bah, je vais repenser à cette souffrance qui m'a inspiré, ce que j'ai vu en lui, est-ce qu'il avait les larmes aux yeux, ce qui m'a marqué dans son visage à ce moment-là, c'est très plissé, le fait qu'il serre les dents, voilà, et j'essaie par mimétisme comme ça d'être le plus fidèle possible. Bon après dans la série B, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir le temps de travailler ces personnages non plus, mais j'essaie du coup de les en moi et de me dire si j'étais à la place de cette personne-là, comment je le ressentirais, quoi. J'essaie toujours de me mettre à la place de ces gens. D'ailleurs c'est comme ça aussi que j'écris beaucoup de scénarios, et puis depuis tout petit aussi que j'essaie de comprendre beaucoup de choses autour de moi. D'ailleurs je pense que ça me permet d'être relativement tolérant sur énormément de choses, parce que voilà, je me dis toujours oui, mais si j'étais à la place de cette personne-là, voilà. Après pas tout, il y a aussi des cas où je peux pas excuser quoi que ce soit. Mais d'une façon, donc tu pénètres un peu la psychologie du personnage, ouais, de te mettre vraiment dans la tête du personnage. Ouais, j'essaie le plus possible, parce qu'en plus, à côté de ça, bon, ça c'est un projet qui n'est pas public pour l'instant, et qui va me demander beaucoup d'années, que je travaille depuis que je suis tout petit. Tout ce que je vois, on va dire, de malsain ou de mauvais autour de moi, bah, j'essaie d'en trouver des solutions. J'écris une utopie en fait, j'écris une sorte d'utopie où je refais entièrement le programme, on va dire politique, législatif, je refais tout et j'essaie de régler absolument tous les problèmes. Bon, c'est une utopie. Mais pour l'instant, au fur et à mesure du temps, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal et les gens qui essaient de me piéger ont de plus en plus de mal. Donc je peaufine ce travail, bon, qui n'est pas du tout encore prêt à éclore et à être montré, parce que je ne veux pas montrer ça dans n'importe quel état. Je veux vraiment trouver toutes les parades possibles. Mais voilà, mais c'est un truc personnel, peut-être que quand ça sortira, si ça sort, bah, tout le monde s'en foutra. Mais j'aurais essayé de faire quelque chose, entre parenthèses, j'aurais essayé de sauver le monde. C'est un truc de gamin où j'avais vu beaucoup d'injustices, où je me suis dit, bah, je veux sauver le monde, j'avais envie d'être Superman. Je me suis rendu compte avec les années que c'était peut-être pas possible, c'était carrément utopique. Mais j'ai des idées et je me dis, je vais tenter quand même. Voilà, petit truc. Peut-être que ça sera un message qui restera et dans 50 ans, quelqu'un va récupérer des trucs et faire quelque chose de bien à partir de ça. Moi, par exemple, c'est des mecs comme Coluche ou Balavoine qui m'inspirent énormément, qui me donnent envie un peu de prendre une relève, de me servir de ma notoriété le jour où j'en aurai vraiment eu une conséquente pour reprendre certains de leurs combats. Et c'est justement parce que ces mecs ont été là, il y a, voilà, Coluche est mort, je crois, j'étais pas encore né d'ailleurs, Balavoine a dû décéder à l'année de ma naissance, mais pourtant, voilà, quelques années plus tard, j'ai vu des vidéos d'eux, et ce sont des mecs qui m'ont donné envie de reprendre le flambeau. Donc peut-être que j'aurai, sur toutes les centaines d'idées que je vais faire, peut-être 2-3 bonnes idées qui un jour serviront à quelque chose, feront peut-être quelque chose de bien, peut-être pas, mais voilà, je vais tenter.
D'accord. Alors toi, on me demande, Guillaume, alors d'ailleurs ton nom c'était un peu c'est quoi? C'est un acronyme Bouygues? Pas du tout, non, non, non. C'est ton vrai nom? Oui, oui, c'est mon vrai nom, ouais, T'as Bouygues. changé un Y? Non, pas du tout. Absolument pas. Alors, C'est eux qui en ont rajouté un. c'est qu'on a rajouté Voilà. Non, mais Ouais, non, non, c'est... ça doit être marrant parce que quand t'appelles Guillaume Bouygues, on va t'ouvrir les portes quand même, non? Pas du tout. Non, c'est pas ça qui me fait récupérer du pognon. Non. Par contre, à chaque fois que les call centers ils appellent, ils se trompent. Ça, on a tout eu, hein. Bougie, Bouigie, Bouygues, Beauvige. Beauvige, c'est écrit à la romaine avec le V à la place du U. Ouais, non, non, oui, non. Non, non, c'est mon vrai nom. Non, c'est ton vrai nom, non, ouais. c'est marrant. Alors on demande aussi, c'est vrai, ils se demandent comment tu travaillais, c'est vrai, techniquement, c'est quoi ton matériel, tu l'as acheté? Oui. T'as acheté tes caméras, tes Oui. lumières, Bon, etc. mes caméras, ça serait le paradis si j'en avais 10. Ah, Mais oui, non, là, bah, niveau matos, on est assez... Enfin, on est en HD classique, quoi. Et avant, j'avais une caméra normale HD, pas exceptionnelle, mais qui nous a très bien servi à faire James Dean et tout ça. Et là, depuis quelques temps, j'ai pu avoir un Lumix, c'est un Panasonic GH Pro, c'est un appareil photo Ouais, style, ouais. style 5D. Moi, je Mais connais, ouais, un peu mieux en plus, il paraît. Et donc là, forcément, ça augmente la qualité d'image d'un certain niveau, notamment au niveau de la profondeur de champ. Par exemple, sur ma caméra, j'avais pas de profondeur de champ, donc parfois je devais tricher ou la faire moi-même en numérique. Enfin voilà. Là, au moins, déjà, on a ce côté-là qui est beaucoup plus... enfin, qui donne un rendu plus cinéma, quoi. D'accord. L'autre donnait un rendu plus série ou téléfilm. Et quand tu montes, on peut savoir quel logiciel? C'est quoi, c'est Adobe? Non, c'est la suite Adobe, ouais, classique. D'accord, Ouais. classique, ok. Oui, je suis resté... j'ai appris avec ça il y a maintenant 7 ans. Voilà. Et je suis resté là-dessus parce qu'elle me convient très bien, quoi. D'accord. Je monte que avec ça. Et alors après, tu fais des DVD, parce que c'est quoi les circuits de distribution? Oui, donc en fait, je les sors sur DVD. Donc il y a les vidéos, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui demandait si on pouvait voir. Oui, donc il y a les vidéos sur Internet. Bah, de toute façon, d'ailleurs, je sais même pas si Stéphane y a passé... ils ont disparu, t'inquiète, ils vont revenir. D'accord. C'est ça, c'est les... S'il y a passé pendant la pause les régisseurs invisibles. certains teasers. Oui, donc je les ai sortis en DVD à l'achat. Sinon, pour qu'on puisse essayer de se rentabiliser un petit peu du budget que j'ai dépensé pour pouvoir les faire et tout ça. Et aussi, suivant les ventes de DVD, pour qu'on puisse faire les suivants, forcément.